Sao, un quartier de la commune de Yopougon, les robinets sont à sec. La distribution de l'eau dans les robinets est interrompue depuis plusieurs mois. Au Soudan du Sud, il n'y a pas que la guerre qui fasse des ravages, il y a aussi les maladies. Le plus grand danger, selon les habitants, est souvent de ne pas avoir accès à un médecin. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. L'autonomisation de la femme était au cœur d'une rencontre de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire. Elle s'est tenue ce samedi lors de ce week-end pascal dans la commune de Cocody. Au cours de leur assemblée générale ordinaire, ces femmes ont fait le point de leurs activités et débattu des différentes opportunités qui s'offrent à elles dans le cadre de leur autonomisation, précisément comment créer des activités génératrices de revenus. Clément Beaucoup. Quelles sont les meilleures activités génératrices de revenus et comment les mener pour être véritablement autonomes? La question est au centre de cette assemblée générale qui réunit ici les femmes de la section ivoirienne de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Nous avons essayé de voir comment est-ce que la Fédération des femmes représentées au niveau des différentes régions pouvait faire des activités qui sont adaptées à leur région pour que ces activités-là puissent générer des fonds qui pourront servir au niveau de la Fédération des femmes. Aussi, il y a des projets agricoles aussi, mais d'envoyer des fruits et des légumes de l'intérieur vers Abidjan pour être vendus. S'organiser pour convoyer les récoltes vers les grandes villes, faire des activités adaptées à sa région de résidence. Les idées sont grandes, mais nécessitent beaucoup de moyens financiers. Les responsables de la fédération en sont conscientes. Elles entendent accompagner le mieux possible les femmes dans leurs projets d'autonomisation. Nous allons pouvoir nous mettre à leur disposition pour les écouter et les orienter vers les structures étatiques habilitées à les prendre en charge. Et nous-mêmes également, à notre niveau, nous allons voir dans quelle mesure on peut les accompagner également, les soulager de leurs souffrances. Aider les femmes à prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire au moyen de l'autonomisation, mais pas seulement. L'idée de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification est surtout de bâtir une Côte d'Ivoire totalement réconciliée. Les femmes sont celles-là même qui donnent la vie et qui véritablement mettent du cœur dans tout ce qu'elles font. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous appelons vraiment de tous nos voeux, vraiment les hommes, à pouvoir vraiment se comporter comme les femmes, à aider les femmes afin que vraiment nous puissions avoir un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde où nous pouvons vivre pour le meilleur possible. Cette assemblée générale qui a duré une journée était aussi la célébration du 27e anniversaire de la section ivoirienne de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Un mot d'éducation, la mallette pédagogique de la ville historique de Grand Bassam. C'est une activité renfermant une vaste campagne de promotion au sein des écoles, des atouts touristiques et culturels de cette ville historique, notamment à travers une projection de films. C'est une occasion pour les promoteurs de présenter aux participants la jeunesse de la première capitale de la République de Côte d'Ivoire, Doigt de Laser. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, avec son quartier France, classé au patrimoine de l'UNESCO en 2012. Poumon de l'économie, au temps colonial, de par son statut de ville portuaire du territoire des comptoirs français du golfe de Guinée, Grand Bassam faisait la fierté du pays dans les années 60. La ville attirait les populations de toute l'Afrique et de l'Europe à cause de ses atouts culturels et touristiques, le musée national du costume, le phare et plusieurs édifices coloniaux. Pour promouvoir les atouts de Grand Bassam, le programme de gestion de la ville lance une activité dénommée la mallette pédagogique de la ville historique dans les écoles. Une projection de films présentant les sites touristiques de Grand Bassam aux élèves. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette habitude de venir visiter les sites historiques. Donc, c'est la ville historique qui est un musée à ciel ouvert qui se déplace vers le public scolaire. Parce que nous croyons que c'est les leaders de demain. Donc, si ces leaders de demain s'approprient le patrimoine, mais dans leur décision de demain, ils pourront intégrer ce patrimoine-là. L'initiative est saluée par les participants. C'est une dynamique de la nouvelle muséologie où on va vers le public pour leur présenter le patrimoine. La mallette pédagogique, l'activité à laquelle nous avons participé, permet de présenter le site de la ville historique de Grand Bassam, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Beaucoup d'Ivoiriens connaissent Grand Bassam, la Côte d'Ivoire, mais beaucoup ne connaissent pas
la ville historique de Grand Bassam. Quelles sont les valeurs qui guident son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Ça nous a apporté à apprendre et puis à connaître aussi, à nous éduquer et puis à aussi essayer de mieux apprendre sur Grand Bassam. Je vais dire à mes parents, comme on a déjà visité le musée des costumes, je vais leur demander si on peut aller visiter le phare et autre chose encore. La mallette pédagogique de la ville historique de Grand Bassam est à sa 2e édition cette année. 3 établissements secondaires seront visités les jours à venir en vue de faire connaître aux élèves les valeurs culturelles et touristiques ainsi que l'histoire de la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est parti pour l'édition 12 du FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumombo. L'événement s'est ouvert aujourd'hui. Au nombre des innovations cette année, le Burkina Faso, qui est le premier pays à faire son entrée au FEMIA pour le compte des pays invités. Une journée et une nuit lui seront dédiées en vue de mettre en avant ses valeurs culturelles. Tous les soirs, à compter de ce mardi 23 au jeudi 25 avril, les concerts seront donnés au stade de l'INJS. 26 grands spectacles seront produits. Autre innovation, ce sera le carnaval par la clôture du festival à Anoumombo le dimanche 28 avril prochain. Issa Yeo, Doigt de laser. Nous sommes au Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, 12e édition. Ambiance de fanfare, tam-tam parleur, danse des femmes d'Anoumombo pour magnifier les actions de charité de la Première Dame, marraine du FEMIA 12, en faveur des femmes et des enfants. Pour la première fois depuis sa création, un pays est à l'honneur. Le Burkina Faso, invité de cette 12e édition, s'illustre avec la troupe Waraba de Koupela. Le FEMUA, selon les partenaires et les populations, est une occasion de promouvoir la culture dans toute sa diversité. C'est l'occasion pour nous, à travers cette manifestation, de présenter un pan de notre riche patrimoine culturel et artistique. Mercredi déjà, à la nuit culturelle, à l'Institut français, à partir de 20h, vous verrez donc tout ce qu'il y a comme potentialité vestimentaire, artistique et culturelle du Burkina Faso. Le FEMUA représente la paix, la cohésion sociale, le genre, surtout les femmes. Et nous, on ne peut que assurer notre image pour accompagner le FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, qui a ouvert ses portes ce mardi, les refermera le dimanche 28 avril prochain à Gayonwa avec l'inauguration de l'école Magic System de Baye-Koubassi, village situé à 6 km de Gayonwa. Comme annoncé dans les titres, des populations de Mikao, un quartier jouxtant la zone industrielle de Yopougon, sont descendues dans les rues ce mardi pour réclamer le retour de l'eau dans les robinets. L'eau dans les robinets dont la distribution a été interrompue depuis plusieurs mois. Nos reporters Nousangaré et Pargasoro Kone se sont rendus sur les lieux pour faire leur constat. Voici ça, nous n'avons pas d'eau, voici la preuve. On n'a pas de l'eau dans nos robinets. Nous sommes fatigués, on veut l'eau maintenant. 5 mois que l'eau a cessé de couler dans les robinets au quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Pour s'offrir de l'eau potable, les habitants sont obligés de se rendre dans le quartier de la GESCO. Nous sommes à l'immeuble 4e, on charge et puis on monte. On est obligé de charger les bidons, on ne peut plus monter l'immeuble avec. Donc ça, quand c'est comme ça fatigue la femme. Si tu es habitué à charger les bagages, il n'y a pas de problème. Mais puiser et charger l'eau là, c'est pas facile. Et puis ça ne vient même pas, même partout où on passe, il n'y a pas l'eau. Nous sommes obligés de pousser des brouettes pour des pauvres femmes. On pousse des brouettes à des kilomètres pour avoir de l'eau. On est obligé de pousser des brouettes. Et si tu ne peux pas pousser des brouettes, tu es obligé de payer un seul bidon à 150 francs. On a combien dans la maison pour utiliser un seul bidon? 10 bidons fait 2000 et 1500 francs. Tu vas utiliser combien de bidons pour que tu puisses pour tes enfants? On est fatigués. Munis de bidons, de casseroles, de cuvettes, de bois, les habitants ont investi les rues du quartier pour exprimer leur mécontentement. Inaugurée en 2014, cette station de traitement d'eau d'une capacité de 40 000 m3 devait couvrir les besoins de la commune. Mais jusque-là, la situation perdure. D'où provient donc cette pénurie d'eau?
Pour répondre à la question, nous nous rendons à l'Office national de l'eau potable, ONEP, structure chargée d'assurer la mise à disponibilité de l'eau. Ici, le directeur général explique que cette situation est due à la vétusté des installations de l'opérateur chargé de la distribution. La démographie à Abidjan est galopante. Vous pouvez à un moment donné poser des canalisations pour traiter l'alimentation en eau potable d'un certain nombre de populations, mais ces canalisations, 10 années après, ne suffisent plus. Pour le cas précis du quartier de Mikao, nous nous trouvons dans un quartier où nous sommes situés en hauteur et bien souvent, les conduites qui ont été posées, pas forcément par les services de l'Office national de l'eau potable, mais quelquefois par des particuliers, ont des diamètres qui sont réduits et qui ne permettent pas donc d'avoir la pression nécessaire. En attendant une solution définitive, les habitants sont ravitaillés par les camions-citernes de l'ONEP, une solution transitoire qui suscite un mécontentement. Effectivement, on nous envoie l'eau de citerne. On ne sait pas l'eau de citerne ONEP, d'où ça provient. Souvent, l'eau est salée. Tu bois, tu as diarrhée, on ne sait pas. On veut l'eau, on ne veut plus citerne, on veut de l'eau. On est fatigué de citerne. Faux, rétorque le directeur général de la structure. Non, nous n'avons pas de problème de qualité d'eau. L'eau qui est distribuée est une eau de très très bonne qualité, surtout sur Abidjan où l'eau qui est distribuée provient donc de la nappe souterraine, qui par essence est une eau déjà de très bonne qualité et qui est tout simplement neutralisée, désinfectée et distribuée donc aux populations. La pénurie d'eau à Yopougon-Mikao touche l'ensemble du quartier. Le directeur général de l'ONEP rassure. Les instructions ont été données pour mettre fin à cette situation qui devrait normalement être résolue dans les 2 prochaines semaines. Sous d'autres cieux, les pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain à Durban et dans sa province en Afrique du Sud, sur la côte est du pays, ont fait au moins 33 morts. Un premier bilan faisait état de 5 morts. 10 enfants sont portés disparus à Durban et 42 personnes ont été blessées. Parmi les morts figurent un bébé de 6 mois et un enfant d'une dizaine d'années. Au moins 145 personnes ont été déplacées par les inondations selon le gouvernement. En plus de maisons écroulées, de routes inondées, des conduites d'évacuation d'eau ont été bouchées et des pylônes électriques sont tombés. Des renforts militaires ont été envoyés en soutien aux services de secours dans certaines zones particulièrement touchées par les pluies. Le sud et l'est du pays ont subi ces précipitations durant le week-end et la nuit de lundi à mardi. Les services météorologiques sud-africains ont averti de la poursuite jusqu'à mercredi, c'est-à-dire demain, de cet épisode de précipitation pouvant notamment affecter axes routiers et les ponts situés dans les zones les plus basses du pays. Les images de guerre, de viol, de déplacement sont légion lorsqu'on évoque le Soudan du Sud, ravagé par une guerre civile amorcée en 2013 dans un contexte de rivalité politique. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès à un médecin. Dans ce pays, les maladies sont aussi mortelles que le conflit. Pagasso reconnaît. Yachot a 2 ans. Il y a quelques heures encore, il convulsait. Ses parents sont arrivés à temps au village de Oudière, au nord-est du Soudan du Sud. Le petit garçon était malade depuis plusieurs jours. Quand on est venu ce matin, le centre de soins n'était pas ouvert. On est revenu plus tard et à ce moment-là, il était inconscient. Il tremblait et convulsait en même temps. Yachot a pu être sauvé, mais tous n'ont pas eu cette chance. La guerre, les viols et les déplacements sont devenus monnaie courante au Soudan du Sud, mais pour les habitants, le plus grand danger, c'est de ne pas avoir accès aux soins médicaux. Selon le comité international de la Croix-Rouge qui gère cette clinique, ici, 70% des morts par maladie pourraient être évitées. Et cette région du Haut-Nil est particulièrement affectée. La plupart des enfants qui meurent ici meurent de 3 maladies communes. Du paludisme, des diarrhées sévères et des infections respiratoires qui se transforment en pneumonie sur le long terme. Le Haut-Nil, aux confins du Soudan et de l'Éthiopie, a été ravagé par le conflit en 2017. Au Soudan du Sud, le taux de mortalité infantile et maternelle est parmi les plus élevés du monde. Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants, mais aussi de toutes les tâches lourdes du foyer
et repoussent souvent leur visite à la clinique. Tout a commencé avec un mal de ventre. Quand un enfant tombe malade, je le mets de côté. Tous mes enfants dorment sous une moustiquaire ensemble. Donc si un tombe malade, tout le monde est malade. La clinique ne peut pas soigner tout le monde faute de matériel. Impossible ici d'opérer ou de faire des transfusions sanguines. L'hôpital le plus proche est à 3 jours de marche ou 5 heures par la route, mais à Oudière, il n'y a qu'une voiture pour tout le village. Loin du Soudan du Sud, au Sri Lanka, le groupe terroriste État islamique a revendiqué les attentats qui ont touché des églises et des hôtels, faisant 321 morts dimanche. L'aile a diffusé une vidéo d'allégeance des kamikazes ainsi qu'un communiqué détaillant les attaques et les noms des combattants qui les auraient commises. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.